Je m'appelle Didier Carré, je suis président de la CG9+, qui, comme vous le savez tous, regroupe les clubs numériques des grandes écoles. Aujourd'hui, nous allons accueillir des hôtes particulièrement compétents qui vont nous parler du thème de cette réunion, de ce webinaire sur les entreprises chinoises, mieux les comprendre. Et nous aurons pour ça Jean-Paul Larsson, qui est l'ancien directeur d'HEC et qui est un spécialiste de l'étude des entreprises asiatiques et chinoises et qui est notamment l'auteur du livre Chinese Multinationals. Nous aurons également Gaston Khoury, qui a une longue expérience dans les équipementiers télécoms, et notamment il a été vice-président de chez Huawei West Europe, et également c'est un ancien de chez Nortel Network, et c'est un membre de fait de notre belle communauté, et étant diplômé de l'ENSET et d'HEC. Et nous aurons aussi Ying Lang, qui est la CEO de IEG, qui est une Télécom Paris, qui participe aux travaux du G9+, et d'autres de nos associations. Et bien sûr, il y aura également le vice-président du G9+, Jean-François Vermont, qui sera là pour poser les questions questionnantes. Bon, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Paul. Merci Jean-Paul, dites-nous tout. Bonjour Didier, bonjour à tous. Je vais essayer en quelques mots de vous dire ce que je pense des facteurs clés de succès des firmes chinoises, en particulier dans la tech. Et je vais remonter un peu en arrière. C'est une aventure qui date depuis une vingtaine d'années. Et je me souviens de mes interviews avec les grands patrons chinois. Il y avait un mot qui revenait tout le temps à leur bouche, c'était le rattrapage, catching up. Et quand ce n'était pas catching up vis-à-vis des Américains, c'était vis-à-vis des Japonais ou des Coréens, dans tous les domaines, dans le domaine de la science, dans le domaine de la production, dans le domaine de la technologie. Au niveau il y avait une interrogation aussi, je me souviens d'un chef d'entreprise qui disait innovation, on sait faire, d'abord on a les budgets, on a les talents, on a les ingénieurs, on a les chercheurs, est-ce qu'on est assez créatif? Et c'était assez troublant. Dans la mesure où on connaît cette histoire d'innovation dans la culture chinoise un peu différente de l'européenne. Sommes-nous assez créatifs? Aux côtés du gouvernement, il y avait la notion de nécessité absolue de bâtir des capacités autonomes d'innovation. Le gouvernement chinois pensait qu'il était trop dépendant de l'observation des capacités extérieures, donc il fallait développer les capacités internes, il y avait des gros budgets à la clé. Je voudrais citer maintenant un travail de la Banque mondiale en liaison avec la DRC, c'est un organe chinois du Conseil d'État. Le thème, c'est Innovative China, New Drivers of Growth, c'est l'année dernière. Et là, je vais citer assez précisément la chose suivante et leur formulation. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent « China is leading or closing the technology gap ». Dans quel domaine? E-commerce, fintech, train à grande vitesse, énergie renouvelable, voiture électrique. Je répète, leading or closing the technology gap. À la frontière. Et maintenant, on cite 4 firmes dans le même rapport, Alibaba, Didi, Huawei, Tencent, that are already operating at the global technology frontier. Donc voilà le mouvement qui s'est passé. Pendant toute une période, on cherche à rattraper, catching up. Et là, un certain nombre de firmes, on va les appeler frontières, non seulement ont rattrapé, mais ont pris de l'avance. Je dirais même, c'est ça l'explication qu'on leur en veut beaucoup, en particulier aux États-Unis. Du temps du mandat du président Obama, il y avait des inquiétudes. La Chine, c'est intéressant, c'est important, mais peut-être il faudrait qu'on veille au grain dans le Pacifique. Sous Trump, ça a pris un visage plus direct et on est maintenant dans l'ère du découplage et de la rivalité systémique, mais qui est justement liée à ce succès. On se méfie de la Chine, non pas parce qu'elle est incompétente ou qu'elle copie, on se méfie de la Chine parce qu'elle est bonne. Dans les échos de ce matin, on dit la Chine fait peur. Voilà, mais on pourrait en tirer autant de conclusions de la Chine, on pourrait coopérer plus avec la Chine si la Chine est compétente. Il y a 3 mots-clés que je voudrais citer sur ce thème du succès, ou 2 mots-clés en plutôt, l'innovation et l'internationalisation, plus la digitalisation, 2 plus 3. Formulé d'une manière chinoise un peu plus précise, je pourrais parler de saut technologique, leapfrogging, et puis d'internationalisation accélérée par rapport aux multinationales japonaises, taïwanaises ou coréennes qu'on a pu connaître avant.
Le processus d'apprentissage est très simple. Au début de la croissance chinoise, c'était les joint ventures. On fait une joint venture entre Shanghai Automotive et Volkswagen et on apprend le métier d'automobile, d'aéronautique, Airbus, Boeing et l'entreprise chinoise. Nucléaire civil, y compris avec les Français, on crée des centrales nucléaires de type nouveau. Philosophie, donc, leapfrogging, c'est-à-dire plutôt le saut en avant. On ne va pas s'occuper trop de la technologie d'aujourd'hui, mais de celle de demain. J'ai mon cardiologue qui est passé chez Huawei il y a quelques jours. Il s'intéresse au domaine du digital, des objets connectés pour suivre les patients. Et il revient de chez Huawei et il me dit, c'est fou, ces gens-là, ils travaillent sur la 6G et la 7G. Cette politique en Chine est accompagnée de très gros budgets de recherche au niveau des firmes, au niveau des établissements de recherche publics type CNRS et au niveau de l'État. Et tout ça avec un esprit entrepreneurial très grand. Même si c'est un pays centralisé, même s'il y a beaucoup d'entreprises d'État, ces entreprises sont très concurrentielles. Le rêve chinois est un rêve de concurrence et plutôt d'émulation, d'être le meilleur, de faire mieux. Et une grande capacité à chercher les talents. Alors, les grandes écoles françaises sont fières de leur sélectivité, mais la sélectivité chinoise, c'est la même multipliée par 10 ou 100. Donc, les firmes ont passé beaucoup de temps à accumuler des talents locaux ou étrangers. Au niveau de l'école HEC, je me souviens que mes élèves, il y a quelques années, rêvaient de travailler pour Michelin ou L'Oréal en Chine, ou Schneider Electric. Aujourd'hui, ils rêvent de travailler chez Alibaba ou Xiaomi. L'internationalisation chinoise, le visage technologique, c'est le suivant, c'est si je n'ai pas les compétences à la maison, en Chine continentale, je peux acheter des compétences ou acheter des entreprises. Donc ça s'est traduit éventuellement par des acquisitions. Je voudrais citer 3 acquisitions qui ont intéressé les Français directement. Je me souviens avoir accueilli TCL quand ils ont acheté en 2003 Thomson pour les téléviseurs et Alcatel pour les téléphones. Ça n'a pas été un grand succès parce qu'ils n'ont pas été capables vraiment de digérer ces acquisitions, mais surtout parce que ces entreprises étaient vides de technologie. Donc, qu'est-ce qui est resté 20 ans après? Les marques. Et c'est pas mal, les marques Alcatel et Thomson vivent, mais il n'y avait rien dedans de valable qui aurait permis à TCL de faire un bond en avant. Donc, ce n'était quand même pas génial. Deuxième acquisition qui m'a beaucoup intéressé, mon livre sur les multinationales a été préfacé par Liu Xuanzi du groupe Legend, Lenovo. L'acquisition s'est faite en 2005. En 2015, l'entreprise était leader mondial dans la fabrication de PC. Donc, ça donne aussi une idée du rythme quand on va vite. Et dans ce domaine du digital, on va plus vite que dans le domaine de l'automobile, de l'aviation ou autre. Dernière acquisition qui a beaucoup de sens par rapport à notre travail, c'est l'acquisition par Midea, qui est un groupe plutôt de produits de grande consommation, qui a acheté KUKA, qui était le leader allemand de la robotisation. Et tout le monde se demandait pourquoi. Est-ce que c'est pour conquérir le marché allemand? Non, pas tout de suite. Pour le moment, c'est pour quoi faire? C'est pour automatiser les usines Midea en Chine et également développer et vendre aux entreprises chinoises de la digitalisation de leurs entreprises. Autrement dit, c'est un mouvement plutôt pour le moment tourné vers l'intérieur. Ça n'empêche pas que ça fera et que c'est déjà un leader mondial du sujet. Digitalisation, robotisation, l'usine moderne automatisée, les entrepôts d'Alibaba. Un jour, quelqu'un m'appelle de Chine en disant on est en train de fêter quelque chose, c'est notre premier entrepôt sans électricité. Je ne comprenais pas la conversation. Je dis mais c'est quoi ça? Il me dit oui, il y a de l'électricité, mais il n'y a pas d'électricité pour les hommes, il n'y a aucun homme dans l'entrepôt. Quelles sont les cibles géographiques des entreprises chinoises? Là, il y a un dilemme. Au tout début de l'aventure, je me souviens des patrons qui hésitaient entre est-ce qu'il faut attaquer d'abord le marché les plus difficiles, américains peut-être, ou les marchés les plus faciles de l'Asie émergente. Donc, grand dilemme. Et la plupart des patrons chinois ont fait les deux. Ils ont tâté le terrain pour voir ce qui était possible. Aujourd'hui, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a une nouvelle vague d'entreprises chinoises. La première vague, ces grands patrons qui ont créé des empires en 30 ans, comme Zhang Guimin chez Haier, c'est les réfrigérateurs, etc. Il y a une vague nouvelle, il y a leurs enfants. Et leurs enfants sont devenus entrepreneurs et entrepreneurs high-tech, même si eux ne sont pas de formation ingénieur, ils ont confiance, ils ont une proximité avec l'élite scientifique et technologique chinoise. Ils sont dans un monde où le gouvernement encourage beaucoup tout ce qui est digitalisation de la ville, de l'automobile, des relations avec l'administration publique.
Et il y a un public chinois qui a beaucoup plus d'appétit. Il est un peu comme les Scandinaves en Europe. Il adore tout ce qui est digital, le téléphone mobile pour tout faire, ses réseaux sociaux, WeChat, le paiement mobile. Donc, il y a un contexte favorable qui a fait naître une nouvelle génération de firmes, dont celle que la Banque mondiale cite. Enfin, au total, oui, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, etc. Donc, une nouvelle génération qui a fait plus vite. Si je regarde les dates pour créer un empire d'entreprise, alors, elles sont peut-être pas forcément encore mondiales, ces firmes-là. Elles sont chinoises internationales, mais ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas si c'est Tencent ou un autre, mais qui a été créé il y a moins de 10 ans. Donc, vous voyez, on n'a pas vu surgir de France ni d'Europe dans les 10 dernières années un entrepreneur. Elles sont privées, ces firmes-là. Les autres étaient publics, semi-publics, enfin, il y avait tout un mélange, c'était le mouvement du public vers le privé. Ces firmes privées nouvelles sont redoutables parce qu'elles vont très très vite et elles sont nourries de cette force de la digitalisation, comme elles sont sur un tapis volant. Alors ça m'embête parce que mon livre, qui était très très bon il y a 10 ans, il est dépassé parce qu'elles vont plus vite que ma capacité d'écriture. Voilà, voilà Didier. Donc merci beaucoup Jean-Paul. Gaston, on avait le témoignage académique, on va dire, et là, quel témoignage de personnes qui l'a vécu. Oui, effectivement, merci Didier. Bonjour tout le monde. Ouais, la question qui a été posée, c'est de savoir comment Huawei a réussi cette croissance qui pour une boîte chinoise. Et moi, je suis rentré en 2005, je suis sorti en 2019, fin 2019, donc j'ai fait 15 ans chez Huawei, mais j'ai fait 18 ans chez Nortel avant. Donc, j'essaie de voir un peu le comparatif entre les deux sociétés. Il faut partir du principe que effectivement une société chinoise, pour nous Européens, occidentaux, je dirais, c'est une approche un peu spéciale parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec les Chinois. Les Chinois n'ont pas l'habitude de travailler avec nous. Et là, je me mets dans la perspective de 2005, quand j'ai rejoint la société. Et pour expliquer, et on voit bien que c'est une croissance qui a été quand même assez importante, puisque Huawei a cru par 25% par an tous les ans depuis 15 ans, 20 ans. Et qu'est-ce qui a fait que cette société s'est développée de ce niveau-là? Donc, il y a un point essentiel à prendre en compte, c'est que à comparer avec les autres sociétés chinoises qui ont effectivement, je dirais, eu la capacité de travailler sur le marché chinois d'abord et puis après s'étendre à l'étranger, Huawei a pris une stratégie un peu différente. C'est que le succès de Huawei aujourd'hui, principalement en Europe, si je reviens en 2005-2008, ça a été d'axer son développement sur le marché export. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé sur le marché chinois. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi axé sur, comme dirait Jean-Paul tout à l'heure, sur les marchés faciles, c'est-à-dire aux alentours des pays sud-est asiatiques, puis l'Afrique. Mais aussi, il y a eu une stratégie claire pour attaquer, entre guillemets, les marchés européens avec des nouveaux produits. Et la question clé, je reviens encore à ce que Jean-Paul a dit, c'est l'innovation. Pour expliquer un peu cette démarche-là, c'est que cette innovation-là peut être déroulée en 4 points, je dirais. 1, le produit. Aujourd'hui, on peut pas gagner un marché si on n'a pas, bien sûr, le bon produit au bon moment, répondant aux besoins du client et bien sûr au meilleur prix. Et l'exemple que je peux donner sur ce cas-là, c'est la 3G. La 3G n'existait pas en Chine. Moi, quand j'étais chez Nortel, on avait travaillé sur la Chine dans les années 2000-2003 parce qu'on savait que c'était l'Eldorado pour la 3G, mais la 3G en Chine n'est arrivée qu'en 2008-2010. C'est à ce moment-là que le gouvernement chinois a donné les licences pour les opérateurs locaux, sachant qu'il a donné les licences pour les opérateurs locaux avec 3 licences. N'oubliez pas que la 3G, il y avait 3 technos. Il y avait le CDMA 2000 qui était américain, Wideband CDMA qui était européen et japonais, c'était le 3GPP, et il y avait le TD-SCDMA qui était purement chinois. Donc il y avait 3 technos, et Huawei a décidé de développer la 3G. La 3G Wideband CDMA pour l'Europe. Ils ont investi là-dedans. Et quand je dis innovation au niveau produit,
c'est qu'ils ont été les premiers à sortir la BTS distribuée, qui était vraiment une nouvelle technologie, qui a fait que les opérateurs européens ont complètement été intéressés par ce produit-là, avec une vraie différenciation technologique. Et bien sûr, il y a l'accès des prix, parce que bon, effectivement, on sait très bien qu'il y avait l'avantage des coûts au niveau chinois dans les années 2000-2005. C'est pour ça que toutes les usines européennes sont parties en Chine, hein, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais voilà un cas où, sans cette innovation, Huawei n'aurait jamais pu pénétrer le marché européen. Mais cette innovation a continué, c'est-à-dire qu'après le dossier 3G, il y a eu le Single RAN, où il a fallu aussi développer le même équipement pour la 2G et pour la 3G. Hein. Et à ce moment-là, dans la même station de base, c'est que on peut attaquer pas seulement le marché 3G, mais aussi tout le legacy. Quand un opérateur veut changer, l'offre Huawei était arrivée pour vous dire, on peut changer les deux technos, 2G et 3G. Les autres sont arrivés. Hein. Moi, quand j'étais chez Nortel, on avait tout ça sur PowerPoint, comme je dis. Hein. Effectivement, ça existait, mais ça n'est jamais sorti. C'est sorti 2 ans après. Et c'est ça l'avantage quand je parle de l'innovation produit, qui était un point essentiel dans le démarrage de tout ça. Après, on peut prendre tous les autres produits, mais il y a un point essentiel dans cette innovation, c'est aussi avoir les produits stables au niveau, je dirais, qualité, de très bonne qualité. Et c'est ça qui a fait le positionnement de Huawei en Europe. Un deuxième point au niveau de l'innovation, c'est que effectivement, on ne peut pas sortir le produit sans avoir une R&D assez importante. Donc, je rejoins un peu ce qu'a dit Jean-Paul au niveau de l'investissement. Effectivement, Huawei est une des seules sociétés aujourd'hui à investir jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires dans la R&D. Alors, quand on a 5 milliards de dollars en début de 2000, et quand on arrive en 2019, c'était 120 milliards, 10% toujours, hein. Donc, et de maintenir ce cap. C'est ça l'importance. C'est qu'on maintient le cap, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, c'est à la mode actuellement. Donc, aujourd'hui, ce cap-là de maintenir les investissements R&D vient aussi du fait, et là, je parle de la deuxième innovation que je souhaitais aborder, c'était au niveau managérial. Huawei est une société, et toujours une société qui n'est pas listée, hein, qui n'est pas au niveau bourse, et donc qui est une grosse coopérative qui appartient à ses employés. Et donc on n'a pas, je rentre pas dans le débat de savoir qui est le majeur actionnaire de la société, etc. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on n'a pas, au niveau de la société, ils n'ont pas à répondre aux demandes, entre guillemets, des actionnaires. Et donc, la décision, elle est prise au niveau du management. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est toujours le même management depuis la création de la société. Un autre point essentiel au niveau du management, c'est que, alors il y a les avantages et les inconvénients, hein, de dire que c'est toujours une société qui a gardé toujours les mêmes équipes depuis la création de la société, bientôt 35 ans, qui a le même âge, allez, je vais dire, que Cisco, qui a 35 ans aussi. La seule différence, c'est la croissance de la société a été purement une croissance organique. Huawei n'a jamais racheté une autre société. Ils ont essayé. Hein. Je me rappelle, dans les années 2008, je faisais partie des discussions avec d'autres sociétés pour acheter d'autres sociétés européennes ou américaines, entre guillemets. Mais bon, ça n'a jamais abouti. Mais c'est quand même un cas d'école de voir que c'est une société qui a cru organiquement, sachant que son business était majoritairement à l'export. Il faut dire une chose, c'est que depuis 2007-2008, Huawei a développé son business à l'étranger, qui a atteint presque 70% de son chiffre d'affaires jusqu'aux années 2016-2017. C'était l'export qui était la majorité du business de Huawei. Donc ça montre un peu que la société a été entièrement tournée vers l'extérieur. Et c'est de là où je parle de la troisième, je dirais, innovation. C'est les relations clients. Parce que pour avoir un bon produit à un bon prix, c'est bien. Avoir des clients qui acceptent de l'acheter, c'est quand même mieux. Hein. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en 2005-2006, c'est que le fait de créer de nouveaux produits
Je me rappelle très bien, on avait créé un genre de Joint Innovation Programme ou Joint Innovation Center. C'est de travailler avec les clients pour savoir exactement quels sont les besoins de ces clients. Et moi, je considère que c'est une forte innovation pour avoir les bons liens avec des opérateurs, et surtout des opérateurs, je dirais, occidentaux, hein, parce que c'était les Vodafone, les Telefonica, les Deutsche Telekom, les Orange. Je me suis occupé d'Orange pendant 10 ans. Donc, tous ces clients, il y avait une forte relation entre les clients et la structure de Huawei pour comprendre exactement les besoins. Quand on parle du Single RAN, le Single RAN a été développé suivant les discussions avec Vodafone, hein, à Madrid. La BTS distribuée avec la radio qui était le premier dispositif avec laquelle Huawei a bien développé son business en Europe, elle a été faite grâce aux discussions avec Telfort dans les années 2005. Bon, Telfort a été racheté par KPN après, mais c'était suivant les discussions et c'est là où la force R&D est venue pour développer le produit. Et donc le lien avec le client était très très fort. Et ça, c'est une caractéristique que j'ai vue dans ma petite histoire avec Huawei, c'est de dire que le client est quand même un point essentiel dans la stratégie de la société. Et c'est pas uniquement entre guillemets des paroles, hein, c'est pas des slogans. Hein. C'était vraiment implémenté à tous les niveaux. Et puis, allez, parce que le temps passe. La quatrième innovation dont je voulais aussi partager avec vous, peut-être c'est pas une vraie innovation pour nous au niveau occidental, c'est l'utilisation des process. On dit toujours que les Chinois sont pas disciplinés, ils essayent toujours, comme dans tous les pays du Sud, hein, pas que les Chinois entre guillemets, mais c'est vrai qu'on n'est pas disciplinés et on essaye toujours de sortir un peu du rang. Et ce qui est intéressant chez Huawei que j'ai découvert quand je suis rentré en 2005, c'était la mise en place des process. D'abord un process tout bête, non, c'est l'IPT, c'était le process pour le développement de la R&D. Il a été mis en place en 98, en même temps que Nortel l'a mis en place. C'est un process qui a été développé par IBM Global Services, et qui a été implémenté en 98 par Huawei. Mais quand je dis quand c'est implémenté par la société, c'est vraiment que tout le monde le suit complètement. Et ils le suivent à la lettre. Et ça a été un facteur clé pour le développement des nouveaux produits, parce que aussi, ça sécurise les nouveaux clients. Quand vous allez voir un client en disant voilà un peu le process que j'utilise, qui est un process IBM, bah ça. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce qui s'est passé entre 2008 et 2012, c'est que Huawei a déployé tous les process développés par IBM, que ce soit l'IFS, qui est le process de finance, et que ce soit le supply chain, complètement par IBM. Ce qui est intéressant, même amusant, je voyais beaucoup plus. Il y avait 200 à 300 personnes qui travaillaient d'IBM dans le headquarter de Huawei à Shenzhen, et IBM Huawei était le premier client d'IBM Global Services, le premier client privé d'IBM Global Services en Chine. Hein. Et donc, c'était complètement axé sur l'utilisation des process internationaux. Le dernier en date, c'était le Lead to Cache, qui est un Salesforce énorme qui est développé par Accenture et qui a été déployé. Et moi, j'étais en charge en Europe en 2012, je l'ai déployé en Europe. C'est Lead to Cache et tout le process de vente. Et l'intérêt de déployer des process internationaux, bon, effectivement, ça sécurise les clients, mais aussi ça a été une clé immense pour l'internationalisation, parce que ça oblige tout le monde à parler anglais. Quand vous mettez un process où vous ne pouvez que mettre les informations en anglais, bah, tout le monde va suivre ça. Et ça, c'était une clé, parce que moi, une barrière monstrueuse, c'était la barrière de la langue avec une société chinoise. Comment une société chinoise peut aller à l'international avec le problème de la barrière de la langue? Et puis voilà. Donc aujourd'hui, voilà un peu, je voulais déjà les 4 points essentiels au niveau du process, qui est le 4e point, qui est
que je considère une innovation pour une société chinoise, quand je compare avec d'autres sociétés chinoises qui n'ont pas réussi aussi vite et aussi rapidement et au niveau de l'internationalisation. Enfin, là, je parle que de l'infrastructure, et si on regarde sur le device, hein, bon, il y a les hauts et les bas, mais c'est exactement pareil. Il y a un point essentiel qui reste quand même à dire, c'est qu'au niveau de la culture d'entreprise, et le fait d'avoir toujours les mêmes équipes avec une structure un peu, là on parle des CEO tournants, c'est vrai que c'est une structure qui est un peu atypique, mais qui a permis quand même à garder une certaine stabilité au niveau de l'entreprise, une certaine résilience, et que voilà, je dis pas que tout est parfait, hein, mais ça a permis, on regarde bien les résultats aujourd'hui, qui est effectivement, je reviens sur ce que Jean-Paul, c'était catching up. Quand je suis rentré dans 2005, c'était effectivement catching up, c'était pour l'infrastructure, c'était Ericsson, hein. Pour les devices, c'était Apple, hein. Et bon, en 2016-2017, Huawei a dépassé Ericsson. Et voilà, donc voilà un peu l'approche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à intégrer et de prendre en compte dans cette évolution. Et je reviens toujours sur la culture de l'entreprise est importante, et le fait de garder la même culture au niveau de l'entreprise a été clé pour la réussite de cette société. Voilà, merci beaucoup, Gaston. En fait, on pourrait dire, on a préparé, mais on aurait pu dire qu'on pourrait être extrêmement déçu parce qu'en fait, il n'y a pas de formule magique. Ah non, désolé. Donc, il n'y a pas de miracle, mais il y a beaucoup de travail, de l'organisation, de la vraie innovation. Et je pense que c'est des choses qui sont partagées par beaucoup de sociétés, qu'elles soient chinoises ou autres. Ying, qu'est-ce que toi, qui as en fait une grosse expérience dans les entreprises justement européennes et américaines, comment tu peux réagir et quelles questions tu peux poser à nos deux intervenants? Merci beaucoup Didier de me donner en fait un peu la chance de poser quelques questions à nos deux en fait excellents intervenants de angles complètement différents pour mettre un peu la lumière sur la réussite en fait de développement de technologie chinoise. En fait, je voudrais plutôt en fait poser un peu de questions sur tout d'abord le contexte dans lequel en fait ces entreprises chinoises dans la tech qui se développent, probablement notamment en fait en bénéficiant expérience de Jean-Paul. Je voudrais savoir en fait que Jean-Paul, selon vous, est-ce que le modèle de développement économique chinoise a fondamentalement changé dans les années passées, de passer en fait globalement de développement industriel au développement digital? C'est une question difficile, mais j'ai l'impression que c'est les deux. Autrement dit, qu'on est plutôt là, ce qu'on voit, la mousse extérieure, c'est pas une mousse, c'est un très puissant nuage digital. Il va aider à l'internationalisation. Autrement dit, c'est pas à une époque on se concentre sur l'efficacité de la production et après sur le digital. On va se servir puissamment en Chine, en tout cas, du digital pour améliorer les capacités industrielles en termes de fabrication, en termes de logistique, etc. Autrement dit, il y a les deux. Il y a du digital qui va vivre pour soi, je pense que vis-à-vis des consommateurs, par exemple, mais il y a du digital qui va transformer la société. Par exemple, si on dit la ville Smart City, c'est bien de l'application du digital à quelque chose de classique et d'éternel, sauf qu'on va s'en servir pour faire vivre la ville, pour me réserver le parking quand je m'avance à travers la métropole, pour calculer les feux rouges pour que ça soit plus fluide, etc. Donc, ce digital est au service à la fois de l'industrie et de la société et du consommateur final. Donc, je dirais même, si on est concurrent de la Chine, on me dit c'est dangereux parce que là, il y a une merveilleuse complémentarité. Et d'ailleurs, dans la formulation du rapport de la Banque mondiale que je vous citais, ça parle de innovation, un driver de la croissance. Donc, c'est bien cette combinaison-là que la Chine a choisie pour maintenant. Digital plus l'innovation plus ce qui se passe dans l'entreprise.
dans la mesure où on est un peu privé de ce potentiel d'expansion globale, puisque les États-Unis sont très fâchés avec nous. Donc, une partie de mon business nouveau, même Huawei, je pense dans le passé, j'ai connu Huawei peut-être avec 2/3 de son business à l'étranger. Cette année, c'est moins. C'est vrai pour toutes les firmes chinoises et dans l'économie, je dirais, duale, là, qui est annoncée par le président chinois et les autorités, on s'intéresse pas mal à ce qui se passe sur place. Donc, c'est à l'intérieur de cette Chine qu'on va faire feu tout bois de ces facteurs de modernisation qu'offre le digital dans tous les secteurs de la vie. Merci beaucoup. Effectivement, ça me fait penser aussi en fait la nouvelle politique du gouvernement chinois sur son plan de 5 ans, qui est 2021 et 2025, et qui parle en fait plus, je dirais, s'orienter vers, je dirais, une économie plus digitale et plus dans la recherche-développement en fait fondamentaux. Et que l'économie chinoise est perçue comme en fait très digitalisée, notamment dans le domaine plutôt en fait B2C, consommation, comme ce que tu as bien dit. Et là, en fait, que le gouvernement a indiqué que dans les 5 ans qui viennent, plus orienté vers des recherches fondamentales et que plus profondes dans le domaine biotech, semi-conducteurs et énergie nouvelle. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous pensez de cette politique? Est-ce que ça représente, je dirais, un changement par rapport à ce qui s'est passé dans les 5 ans ou 10 ans passés? Je demande le soutien des spécialistes de la technologie, mais j'ai l'impression que le changement est en partie lié à la condition politique. Dans le cas des firmes comme Huawei et ZTE, qui sont maintenant privées de la technologie américaine dans le domaine amont. Le gouvernement chinois ne peut pas laisser être à la merci de cette privation, en quelque sorte, de ressources. Donc, a intérêt à ce que sur place, à travers les firmes ou à travers les instituts publics, on descende assez profond dans les sciences fondamentales qui nourrissent la technologie. Moi, je connais les mots, mais vous sauriez mieux exactement ce que ça veut dire. Autrement dit, si on veut, c'est pas tellement, avant on cherchait l'indépendance, notre capacité propre d'innovation. Là, c'est notre capacité propre de recherche nourrissant l'innovation. C'est un petit peu différent. Et c'est vrai en tout domaine, et c'est voilà, moins préoccupant pour le gouvernement chinois, c'est TikTok et les téléphones mobiles. Plus préoccupant, c'est le spatial, la route digitale de la soie, c'est-à-dire toute l'infrastructure, à nouveau, profonde, mais qui est nourrie, cette fois qu'on doit nourrir aussi par de la science fondamentale. On ne peut pas dépendre de brevets ou de sciences ou de savants qui sont à l'étranger. Donc c'est un peu bizarre et dommage de la part des Américains, c'est que du coup, cette bagarre, elle produit l'effet inverse à celui recherché. Ça amène la Chine, non pas à s'isoler, à dépenser encore beaucoup plus d'argent, et cette fois, oui, dans la partie plus profonde des disciplines fondamentales scientifiques, alors que ce soit dans le digital ou que ce soit pour la biotechnologie, les maths, les sciences pour la santé, etc. Tous ces domaines-là. C'est un peu, non pas rapatrier, mais être sûr qu'on a toutes les sources en matière scientifique à la maison. Ying, peut-être avec ce qui a été dit, tu pourrais relayer la question de Jérôme Delacroix, qui pose la question: les succès des entreprises technologiques chinoises n'illustre-t-il pas aussi la victoire d'un État stratège? Je ne sais pas ce que tu en penses, Ying, si ça vaut le coup de relayer cette question un peu voilà, spécifique et, voilà, et politique. Oui, en fait, je voudrais éviter, c'est une très bonne question, effectivement pertinente, je voudrais quand même éviter un peu, je dirais, une sorte de polémique sur le plan politique. Mais moi, ce que je vois, c'est que effectivement, il y a une sorte de stratégie mise en œuvre dans un environnement un peu plus stable par rapport au monde, je dirais, occidental, et que depuis en fait, la création de la nouvelle Chine, et que tous les 5 ans, il y a un plan de développement défini par le gouvernement chinois, et que le dernier plan, en fait, de 5 ans, le 13e,
a montré que, en fait, globalement, le pays a réussi à mettre en œuvre, en fait, les targets qui sont définis sur une transition un développement plutôt, en fait, basé sur manufacturing et industrie vers digital. Aujourd'hui, l'économie digitale représente à peu près 35% de PIB et avec une croissance en fait 5 fois plus rapide par rapport en fait des autres moteurs de croissance, des autres bases de l'économie. Je pense que aussi je voudrais en fait parler un peu de globalisation. En fait, Jean-Paul, qu'est-ce que tu penses au niveau, je dirais, la réussite des BATS par rapport à la réussite des GAFAM? Et qu'en fait, on sait que BATS en fait, se développe plus rapidement que en fait, GAFAM sur le taux de croissance. Mais par contre, ils sont quand même, je dirais, concentrés sur la croissance de l'économie chinoise et le marché chinois. Donc, je voudrais voir, en fait, de ton point de vue, est-ce que les BATS arriveront, en fait, de leur challenge sur globalisation? Ying, est-ce qu'on peut raccrocher ta question à la question d'Amaury Guérillon sur le fait qu'Alibaba ne parviendrait pas vraiment à reproduire leur succès en Chine à l'international? Pourquoi, selon toi? Et voyez-vous dans des changements de stratégie pour que ces entreprises tech réussissent à devenir vraiment globales? C'est une magnifique question. Ying, je voudrais répondre à ça parce que j'allais esquisser quelque chose sur Alibaba qui m'a beaucoup intéressé, les investissements d'Alibaba en Europe, à Liège pour la logistique. Et ce qu'on a l'impression, c'est que Alibaba arrive un peu tard par rapport à Amazon et que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement physique, la connexion entre les aéroports, les entrepôts, la livraison, etc. Et donc là, Alibaba va avoir du mal à prendre sa part de marché sur ce marché européen. Et c'est un cas intéressant parce qu'apparemment, il n'y a pas d'intervention publique. Moi, je suis du côté des autorités de l'aéroport de Liège. C'est un des aéroports d'Europe qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est intéressant pour lequel Alibaba avait choisi cet aéroport. Il a choisi aussi Moscou et il a choisi aussi l'Inde. Et il y a les mêmes difficultés en Inde qui n'ont pas trop de rapport, je crois, avec la politique, mais à nouveau des problèmes de logistique. Tandis qu'en Russie, ça marche. Et donc, ça me donne la réponse pour l'ensemble, enfin l'hypothèse pour l'ensemble de ces firmes technologiques chinoises. C'est pas évident de percer en Europe, même c'est moins évident en Europe qu'aux États-Unis parce que c'est un marché fragmenté et c'est pas parce que j'opère bien en Europe du Sud. Alibaba essaye là puissamment en Grèce, en Italie, etc. Mais il faut la prendre par morceaux cette Europe-là, donc c'est plus dur. Donc, bref, ces firmes chinoises, elles ont plus de chances de réussir moyennement en Europe que de prendre toute la part de marché des firmes américaines du même secteur, mais elles ont toutes les chances de réussir brillamment dans les domaines qui sont, dans les pays émergents, et c'est déjà assez intéressant. L'Inde, il y a le problème de rivalité, mais tous les autres pays émergents qui travaillent avec la Chine seront ravis d'utiliser des technologies chinoises qui sont aussi ou plus performantes et moins chères et je dirais presque plus pratiques. Donc, en fait, c'est une géographie nouvelle. Avant, on parlait de globalisation. Même dans mon métier qui est l'éducation, j'ai tendance à parler aujourd'hui de multilocalisation. Et dans le cas chinois, ça veut dire on ne peut pas conquérir le monde entier, mais on peut être fort dans une zone dans laquelle on n'a pas d'ennui politique particulier et dans laquelle le consommateur ou le client final industriel peut choisir. À ce moment-là, étant donné que j'ai une supériorité qui est née de ma compétence et de ma politique d'innovation, je dois gagner. C'est mécanique. Nokia et Ericsson n'ont pas laissé volontiers le champ libre à Huawei. C'est parce que Huawei était plus forte, plus brillante. Donc, si on laisse faire le marché, dans ce cas-là, la firme en question gagne, mais à nouveau, l'Europe plus lente à conquérir. Ça me fait penser à un épisode où je discutais avec le président de Haier quand il s'est installé à Paris. Avant, le siège était à Venise pour l'Europe.
Et le plan, c'était de conquérir 5% du marché européen. Ça paraissait pas beaucoup, mais pour lui, c'était important. Et il enrageait contre ses vice-présidents européens. Et il m'expliquait qu'en termes de qualité, bien sûr, le rapport qualité-prix, c'était vachement bien. Mais je lui disais, oui, mais c'est vachement bien, mais pour changer les habitudes de tous les pays européens, il faut faire encore mieux, encore plus. Et là, il n'est pas arrivé, je pense, pour ce qui est des réfrigérateurs. Par contre, nos BAT, nos Tencent, etc., oui, ont pris une avance formidable, et je rajoute en innovation et en créativité. Donc là, il y a tous les ingrédients qui vont séduire les clients qui veulent ces services-là. Merci pour en fait je voudrais juste cette rajouter, réponse. je voudrais juste rajouter un truc sur ce qu'a dit Jean-Paul. Je pense que Alibaba a 10 ans d'existence. Amazon a 30 ans d'existence, ou 20 ans. Donc, il faut, enfin, exactement comme l'histoire de Huawei, c'est qu'il y a le temps aussi. Il faut pas oublier. Et donc, peut-être ça arrivera. Il y a des limitations, mais il y a le temps. Ça me fait penser à une question qu'on a reçue par écrit d'un participant et disant, est-ce que les multinationales chinoises, c'est pas comme les japonaises quand Toyota est devenue une firme mondiale? Eh ben, c'est un rapport au temps, et c'est le point de Gaston. C'est un rapport au temps et à l'approche aussi, parce que les japonaises ont attendu pour se lancer sur le marché mondial d'avoir une très forte avance technologique. Et certaines firmes chinoises se sont lancées sur le marché en disant, peut-être je n'ai pas tout à fait cette force, mais je vais l'acquérir en allant à l'étranger. Donc, les firmes chinoises sont plus rapides, mais quelque part, il faut du temps. Et 10 ans, c'est rien contre Amazon. Donc, voilà. Voilà. Mais alors, et regardez, 2 secondes, puisque nous sommes Européens, ce qui est embêtant, nous, c'est d'être spectateurs de ce match. États-Unis-Chine, ce n'est pas raisonnable. Vous êtes d'accord? On en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'on est tous d'accord. Faire quelque chose. Et il y avait une question là, au sujet de l'Europe, là. La question de... Je voudrais en fait apporter peut-être un point de vue sur la globalisation. Il y a aussi l'aspect culture. Et qu'en fait, que BATS ont plus de chances tout d'abord réussir dans les pays asiatiques, peut-être dans certaines économies émergentes. Et que c'était aussi le chemin, si j'ai bien compris, en fait, parcouru par Huawei, de commencer par en fait les pays en voie de développement qui sont plus près de, je dirais, embrasser la technologie chinoise avec aussi une culture de marché qui ressemble en fait au marché chinois il y a quelques années. Donc, du coup, en fait, ces économies, ces pays, par rapport, je dirais, plutôt Europe, qui est plutôt un vieux continent, et que ces pays émergents pensent toujours que si, en fait, la Chine réussit, nous pouvons aussi. Et l'aspect culturel est important pour moi, pour la réussite des sociétés technologiques chinoises sur l'aspect globalisation. Et que, effectivement, le temps va faire, en fait, je dirais, ce chemin. Et puis, certains pays émergents peuvent être tentés par le leapfrogging. Je travaille sur l'Éthiopie et la Chine. L'Éthiopie, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et là, ils sont en train de lancer des satellites climatiques avec l'aide de la Chine. Donc, effectivement, c'est un saut. Donc, il y a moins de réticence dans un pays jeune, je vais appeler l'Éthiopie un pays jeune, que dans des vieux pays où on a nos habitudes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir la différence culturelle. Gaston a parlé des problèmes de culture et de langue, même pour des géants comme Huawei. Et le stade ultime de la multinationalisation, c'est plutôt les firmes quand même comme Nestlé, où vous allez à l'état-major quelque part, je ne sais plus si c'est à Genève ou à Lausanne, mais il n'y a aucun passeport qui est majoritaire. Dans la firme chinoise, même Huawei, si je regarde quand même l'état-major au sommet, je ne vois pas beaucoup de noms étrangers. Donc cette difficulté à comprendre le pays étranger est liée aussi à la tête. Si la tête n'est pas internationale, elle a du mal à comprendre les nuances, pourquoi les Français et les Allemands réagissent comme ça. Tandis que ce pays émergent, et ça vaut le coup quand même pour une firme chinoise de conquérir le marché de l'Indonésie, de la Malaisie, de l'Éthiopie, du Nigeria, c'est des gros volumes, mes amis. Et la bataille est donc probablement ni aux États-Unis, en Europe, où ça va toujours être un peu médiocre, j'irais de part et d'autre,
Mais les mondes nouveaux, l'Asie émergente forte, riche et peuplée, l'Afrique émergente, l'Amérique latine, voilà des bons partenaires pour les firmes chinoises. Moi, j'ai travaillé un peu au Brésil comme professeur. Les Brésiliens, ils ont un appétit aussi de nouveautés. Je pense que les réseaux sociaux et le téléphone mobile, ça doit assez bien leur convenir. Ils n'ont pas de raison a priori, sauf raison politique très importante et singulière, de choisir une technologie américaine, européenne ou chinoise. Ils vont adopter ce qui est moderne, ce qui va vite, ce qui est facile et ce qui n'est pas trop cher, ce qui est à la portée de tout le monde. Je parle du consommateur, mais de l'industriel aussi. Et c'est pour ça que l'industriel, aujourd'hui, il ne regarde pas la nationalité des équipements qu'il utilise. Bien sûr, l'industriel et la ville. Vous voulez désencombrer Sao Paulo. Bon, il faut des instruments pour regarder comment tout ça marche, d'accord? Pour pas que ça soit continu l'enfer. 10 heures pour aller du centre-ville à l'aéroport, des encombrements monstres, les grands patrons comme Gaston prenant un hélicoptère pour atterrir sur le toit de l'immeuble. Ah non, et donc là, je vais faire appel s'il y a des logiciels chinois. Dans cette petite Éthiopie, petite et grande, il y a 100 millions d'habitants, j'ai découvert à mon grand traumatisme que l'équipement du port de Djibouti, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 1977, je crois que c'était l'indépendance de Djibouti. Ça a été un port français de la République des Afars et des Issa. Eh ben, l'automatisation du port et les systèmes qui permettent d'une manière très fluide que les containers qui arrivent par les bateaux montent sur les trains, etc. Tout ça, c'est un système chinois quasiment plus avancé que le port de Marseille. Ça m'embête un peu quand même. C'est embêtant. On prend du retard, mais je comprends les autorités djiboutiennes. Ils veulent que leur port marche pour faire circuler les marchandises. Ils choisissent ce qui a un très bon rapport efficacité-prix. Alors, Ying, il y avait Gaston qui voulait répondre à des préoccupations européennes. C'est un petit peu lancé. Il y avait deux questions qui abordent cette question-là un peu indirectement. Ying, tu verras comment la reformuler et la repackager. Une question de Philippe Gaucher sur si Huawei développe des technologies sur les normes occidentales, il doit y avoir des opportunités pour nos composants dédiés à ces normes? Non, point d'interrogation. Et puis, une question plus globale qui rejoint peut-être le regret de Jean-Paul. Donc, quel est notre principal rival en Europe? Est-ce que c'est les entreprises et l'État et l'alliance entreprises-État stratège chinois ou la même chose qu'on trouve aux États-Unis? Mais Ying, je te laisse le soin de repackager tout ça. Hein. Je pense qu'il y a deux sujets. Un sujet, c'est qu'en fait, comment on voit en fait la réussite de Huawei. Est-ce que c'est encore, je dirais, une société chinoise ou c'est plutôt une société globale? Comme en fait, j'ai bien compris, la globalisation est faite. Probablement, en fait, je ne sais pas quel est le pourcentage exact de chiffre d'affaires fait par Huawei en Chine. Je pense que c'est minoritaire par rapport, en fait, son chiffre d'affaires global. Et donc, ça laisse beaucoup de chances de la collaboration entre Huawei et, en fait, les sociétés françaises sur, en fait, une technologie spécifique. Et peut-être, en fait, Gaston, tu peux nous apporter quelques chiffres, en fait, sur la globalisation de Huawei. Je voudrais, quand on parle de société globale, moi j'ai fait 18 ans chez Nortel, 15 ans chez Huawei. Une société globale, c'est une société où, d'une part, le management, comme l'a dit Jean-Paul, est quand même de différentes nationalités, de différentes cultures, de différentes régions, et où ils ont une fabrication un peu mondialisée, hein, Nestlé, hein, et qui sont et principalement la plupart des sociétés globales, quand on parle de sociétés globales, c'est qu'elles ont fait des acquisitions dans différents pays et ils ont intégré des sociétés dans chacun des pays. Nortel a racheté Matra. Moi, j'étais un ancien Matra et donc Nortel est devenu presque numéro 1 du GSM dans les années 99-2000 grâce à la radio de Matra fabriquée à Châteaudun. Bon, en 2000, on l'a envoyé en Chine, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que Huawei est une société globale ou pas? C'est vrai que la majorité du business de Huawei depuis 2005-2006 a été à l'export jusqu'en 2016. À partir de 2016, la part chinoise a repris le dessus parce qu'il y a eu
quand même l'explosion de la digitalisation, la 4G, les devices, etc. en Chine. Parce qu'il ne faut pas oublier que le marché maintenant est de plus en plus là-bas. Vu que Huawei est interdit des US depuis 2012, donc on est devenu Huawei est devenu numéro 1 mondial sans avoir accès au marché américain. Donc il y a quand même donc maintenant, est-ce que Huawei est une société globale? On pourra plus dire que c'est une société internationale qui est basée partout dans le monde actuellement, et qui commence à avoir des usines à l'extérieur. On avait à un moment donné des usines au Brésil, mais je pense qu'ils ont été fermés. Et là, actuellement, on est en train de mettre une usine en France. Donc, il y a une approche un peu différente. Maintenant, pour revenir sur la question par rapport à l'Europe, ben, moi, je me rappelle, même dans les années 2010-2012, on a quand même structuré la société à ce moment-là pour avoir vraiment une base européenne. En 2012, on était aux alentours de 10 000 personnes en Europe, hein, et on avait quand même à ce moment-là beaucoup d'usines d'intégration, hein, en Hongrie, en Allemagne et en Angleterre. Bon, avec il est clair avec le ban américain, tout ça, ça a été remis en cause. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Il est clair qu'aujourd'hui, Huawei est toujours un gros acheteur de produits européens. Hein. Je ne sais pas combien de milliards de dollars Huawei dépense en Europe. Hein. Je me rappelle dans les années 2015-2017, quand j'étais à ce moment-là, c'était aux alentours de 7 à 8 milliards de dollars dépensés en Europe. Oui. Donc, il y a une énorme acquisition au niveau des services et des produits européens. Je prends juste l'exemple de ST Microélectronique. Effectivement, les chipsets Huawei jusqu'à fin 2019-2020 achetaient 5% ou 5 à 6% du chiffre d'affaires de ST Microélectronique, c'était des puces pour Huawei. Mais ST Microélectronique n'a plus le droit de vendre ses chipsets. Ah ouais, donc le problème du ban européen, du ban américain, impacte aussi, hein, les entreprises européennes. Donc on revient sur la question, est-ce qu'il faut quand même avoir une certaine indépendance? Ben, pour survivre, les sociétés qui ne peuvent plus, je dirais, jouer sur la globalisation, c'est là où on parle, est-ce qu'on a des contrats globaux? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la supply chain pour avoir habituellement, on dit toujours, on peut prendre le best of breed de chacun des équipementiers pour avoir un bon produit. C'est ce qu'a fait Huawei initialement. Bah, aujourd'hui, si on n'a plus accès à ça, bah, il faut les développer soi-même, hein. Et c'est là où se pose la question. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Là, on rentre dans la géopolitique et c'était pas la question aujourd'hui. Donc, effectivement, est-ce qu'il faut développer des choses en Europe? Oui, hein, c'est ce que a pris la décision de Huawei de mettre l'usine radio à Strasbourg pour essayer de développer les choses en Europe, hein. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la question, elle est Non, c'est un éclairage intéressant. Plusieurs tiroirs. Ouais, non, c'est bien. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis je vais laisser Didier être le timekeeper, mais juste avant, Ying, il y a des questions qui essaient de voir si, pas qu'il y a une faille, mais est-ce que des fois, il y a des petites limites donc au succès de certaines entreprises chinoises où, alors on ne sait pas, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un échec à l'envers sur lequel ils vont rebondir? C'est des questions de Eric Nizar qui parle de l'acquisition qui a été faite majoritaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, en se demandant quel était l'apport techno en fait du partenaire chinois qui finalement a fini par revendre ses parts. Et même question un petit peu pour TCL qui a racheté Thomson. Enfin, pourquoi il n'a pas pu mettre de la techno, enfin, appliquer les bonnes recettes que tu décrivais, Jean-Paul, et qui ont fonctionné. Donc, est-ce que derrière ces deux exemples, voilà, il y a un enseignement à tirer sur une éventuelle fragilité voilà, du colosse chinois? Ying, je ne sais pas si tu vois à peu près l'angle. Oui, tout à Voilà. fait. Et là, je me permets d'apporter en fait quelques point de vue, en fait, vu peut-être, en fait, de mon expérience de M&A, fusion-acquisition, et vu qu'en fait, l'aspect culturel, comme en fait, je vis actuellement entre la Chine
et Europe et US. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de fragilité au niveau, je dirais, de globalisation pour les sociétés chinoises. Et l'avantage, en fait, c'est que les sociétés chinoises peuvent surmonter, en fait, ces fragilités et d'accepter l'échec, d'accepter qu'on est en retard, comme en fait on a utilisé le mot catch-up, et de, en fait, et de réessayer autrement. Et d'une manière générale, les M&A, il y en a beaucoup et de projets qui échouent, quels que soient des projets en fait chinois ou des projets occidentaux. Et la différence pour les sociétés chinoises, c'est qu'en fait, portées par leur croissance, portées par en fait leurs moyens d'investissement, portées par en fait cet esprit en fait d'aller en avant, de prendre plus de risques par rapport à des sociétés plutôt européennes qui sont plutôt conservatrices et que en fait après je dirais des échecs, on aura une réussite. Je voudrais aussi faire un parallèle par rapport en fait des projets d'acquisition par les sociétés américaines. Je dirais en fait Google, après sa création, il doit faire plus de 250 acquisitions. On voit quelques acquisitions réussites et qu'en fait tous les autres en fait disparaissent. Je ne sais pas, est-ce qu'en fait je réponds à ta question en fait, Jean-François. La fragilité, elle est là. La culture, je laisserai Eric commenter dans questions et réponses s'il a eu sa réponse. Voilà, moi, j'étais juste un transmetteur. Voilà. En un mot, TCL, c'était sa première acquisition à l'étranger. Et il n'y avait pas l'habitude, et il y avait cette grande distance culturelle entre la maison mère chinoise et la filiale française. À la même année, une firme comme ABB achetait 10-15 entreprises par an. Donc, il y a aussi un apprentissage dans ce domaine-là que ces Chinois-là n'avaient pas ce jour-là. Et il y a un point essentiel aussi parce que moi j'ai eu des discussions avec les patrons de Huawei dans les années 2008-2010 quand on regardait vraiment l'acquisition d'autres sociétés. Et après, il y a eu une décision de no-go. J'ai dit mais pourquoi? Quelle est la raison? Parce que il me dit il y a deux choses. Hein. Est-ce qu'on acquiert la technologie? Est-ce qu'on acquiert le marché? Est-ce qu'on acquiert la position du marché dans un certain pays? Et si le prix à mettre est trop important, on a le temps, on reviendra sur le marché après. Et malheureusement, enfin voilà, c'est que nous on aurait espéré, honnêtement, moi en 2008-2010, j'aurais espéré que Huawei achète une boîte européenne parce que là on aurait été vraiment une boîte globale. Mais quelle est la valeur ajoutée que ça peut amener? Qu'est-ce que ça ramène? Donc finalement, il y a eu des décisions de prise de non parce que ça n'amène aucune valeur. Et il faut pouvoir les intégrer. Il faut que la greffe prenne. Et ça, c'est la difficulté quand des grandes sociétés et beaucoup de sociétés chinoises, parce qu'il y a des différences culturelles, différences dans le management. C'est pour ça que quand je parlais d'innovation chez Huawei, c'est que c'est pas une innovation chinoise, c'est vraiment la société elle-même, avec sa structure, avec sa culture, qui fait que les choses bougent différemment que d'autres. Et effectivement, en fait, la réussite, je dirais, un projet d'acquisition est beaucoup plus liée avec la mise en œuvre, intégration. Et la différence culturelle est en fait obstacle, je dirais, plus important pour des sociétés chinoises. Et puis aussi, en fait, que l'humain est quand même au centre de tous les projets M&A qui est souvent négligé. Et si je peux dire, en fait, peut-être c'est ça le point de fragilité des sociétés chinoises dans les projets de M&A, comme on a montré dans les deux exemples. Tout à fait. Aussi. Donc, je vous remercie tous. Didier, juste une suite qui n'est pas annoncée sur le site du G9, c'est que là, on a accumulé plein de questions. On a eu des mains qui se sont levées de participants qui n'ont pas pu intervenir. Oui. Et donc, il y a une espèce de droit de suite. Là, on a tout de suite après un débrief de cet événement. Voilà. Et en fait, derrière en tête, on va continuer par des événements sur tout ce qui est management, entreprise chinoise, pour une meilleure compréhension donc, de ce qui se passe en Chine et dont nous avons vraiment bien besoin. Voilà.
Excuse-moi, Didier. Justement, je remercie beaucoup Minazi. Donc, il y a quelques-uns de mes camarades. C'est pour ça que les réunions se feront toujours à 19h, heure de Pékin, c'est-à-dire midi, heure de Paris, pour qu'ils puissent participer. Voilà. À très bientôt et à la prochaine conférence. Donc, merci aux conférenciers. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci Ying, merci Gaston, merci Jean-Paul. Merci beaucoup Ying. Merci Jean-Paul. Merci Gaston. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.